La sophro-analyse intégrative, la voie de la réunification intérieure, le corps, l'esprit, le cœur. Une émission présentée par Nathalie Lefebvre et Alain Bellone, directeur et formateur de l'Institut européen de sophro-analyse. Avec comme invités Birgit Kotzan et Vincent Jacquet. La sophroanalyse intégrative est une thérapie psychocorporelle qui réconcilie les dimensions corporelles, psychologiques, émotionnelles, énergétiques et spirituelles. Unissant le psy à des techniques issues de la méditation et de la sophrologie, elle propose une approche vivante de la connaissance de soi qui passe par la respiration, le ressenti et l'expression de soi dans la bienveillance du cœur. Bienvenue sur le chemin de vous-même et bienvenue en direct, il est pile 14h, pour cette émission de la sophrologie intégrative en coproduction, en partenariat avec l'Institut européen de sophroanalyse. Je suis ravie, mais vraiment ravie de retrouver une personne que vous avez énormément entendue sur cette antenne pour une émission qui lui est dédiée à son savoir, à tout ce qu'il nous transmet déjà depuis bien quelques années sur Radio Médecine Douce. Bonjour Alain Bellone. Bonjour Nathalie, ravi d'être là. C'est très agréable de te retrouver autour des micros parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment, qu'on va se nourrir. Je pense que les auditeurs chez eux peuvent se servir une tasse de thé et nous rejoindre pour cette émission. Voilà, que vous nous écoutiez en replay ou en direct. En tout cas, bienvenue à vous. Tu n'es pas venu seul, mon cher Alain. Tu es venu avec Birgit Kotzan. Bonjour Birgit. Je suis venu avec Birgit, complice de toujours dans mon histoire, dans la sophro-analyse, je précise, parce qu'il ne s'agit pas de la sophrologie analyse, mais bien de la sophro-analyse. Birgit m'a formé. À participer, disons, à ma formation, et on est resté main dans la main pour conduire les formations depuis maintenant, c'est la 6e année. Ouais, et pour moi, un peu plus encore. Oh là. Alors Birgit, Avec tu es formatrice à l'Institut européen de sophroanalyse, Alain l'a dit, maître praticienne en sophroanalyse et en sophrologie intégrative à Paris. Et bonjour à Vincent Jacquet. Bonjour. Alors Vincent, tu es maître praticien en sophroanalyse et en sophrologie intégrative à Marseille cette fois-ci. À Marseille, exactement. Alors peut-être pour démarrer l'émission, on sent déjà qu'on est tous très joyeux et enthousiastes de se retrouver autour des micros sur un thème merveilleux, comme tu le disais, le thème de la sophroanalyse intégrative. Alors la première question, c'est pourquoi finalement réunir le corps, l'esprit et le cœur dans un chemin de connaissance de soi, mon cher Alain? Eh bien, pourquoi séparer des techniques quand il s'agit de rassembler l'individu? Pourquoi saucissonner la personne qui constitue un tout, même si elle a des dimensions différentes? Moi, dans mon expérience, j'avais fait beaucoup de psychanalyse et de psychologie. Et puis à côté, je faisais de la méditation, beaucoup, du yoga. Et puis je me suis à un moment donné lancé dans l'énergétique à titre personnel et aussi dans un autre aspect de ma vie et de mes pratiques, dans l'apprentissage de ces techniques énergétiques. Et je remarquais que quand il y a des portes qui s'ouvraient d'un côté, des portes qui s'ouvraient de l'autre côté, mais et quand on ne faisait pas les choses ensemble, on croyait que par exemple quelque chose était parti et tu faisais quelques pas de plus et tu t'apercevais que non, c'était encore là. Et qu'en fait, il s'agit de bien comprendre, comme le disait Jung, mais comme le disaient aussi des sages il y a 4000 ans dans l'Advaita Vedanta, l'individu est un tout. Il est composé de parties, mais c'est un tout. Donc, il ne s'agit pas de prendre la personne simplement dans sa tête. Si on ne parle, et on va détailler, si on ne parle que du psychologique, eh bien, on ne touche pas finalement toutes ces mémoires qui sont dans notre psyché et qui sont là et qui se manifestent d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique, et on ne touche pas à d'autres aspects, notamment le corps. Et ce corps, il est, on va dire, à la fois l'éponge qui absorbe toutes les expériences de l'enfant, notamment, toutes les expériences même qui sont issues du transgénérationnel et qui sont là, non pas comme si c'était le passé, mais qui sont là bien présentes et qui se manifestent dans le présent comme un retour dans le passé. Si vous m'avez suivi. Et que donc, il y a cette dimension-là qui se manifeste dans notre corps, qui est le moyen de communiquer avec l'inconscient.
c'est un merveilleux outil de communication. Et c'est pour ça que, justement, si on ne fait qu'un travail autour du corps et autour également de l'énergétique, eh bien, on ne touche pas, notamment, des aspects qui sont beaucoup plus profonds, inscrits dans la psyché, et que le tout corporel a ses limites. Birgit, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça ? En effet, tu te passionnes, toi, pour la sphère notamment du corps et de l'alimentation. Oui. Quelles sont les limites de faire un accompagnement seulement qui agit sur le corporel ? Et en même temps, quels sont les bienfaits ? Disons que depuis que le bébé, même au stade fœtal, existe, il va éprouver dans son corps des choses. C'est un peu ce que Alain disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'éprouver. Donc, le corps garde les mémoires de l'éprouver. Et l'éprouver est en lien avec des émotions. Donc, à un moment donné, il n'est pas possible de questionner que le corps, hein, dans la mesure où nous avons besoin, du coup, de questionner aussi, d'accord, quels sont les symptômes aujourd'hui, hein, comment ça s'exprime aujourd'hui émotionnellement, comment ça se transforme aujourd'hui de façon symptomatique, hein, les mots du corps. Hein. Donc, les mots du corps, MOTS, mais aussi les mots du corps, MAUX. Donc, il est impossible de garder que la dimension corporelle, que la dimension psy, et que nous avons besoin de trouver des ponts entre les deux. Voilà. Et le ressenti ne ment pas. Voilà. Le ressenti ne ment pas. Notre corps exprime même ce que nous ne savons pas, ce dont nous n'avons pas conscience. Et donc, quand vous voyez, quand vous accompagnez une personne, elle parle d'un sujet, son corps peut dire le contraire de ce qu'elle dit, ou son corps peut dire quelque chose qu'elle n'a pas encore porté à sa connaissance. Et si on rentre dans le ressenti, si on fait descendre dans le ressenti des pensées, alors d'un seul coup, on va avoir de nouvelles informations. Parfois même, quand on va dans le transgénérationnel, les gens ne sont pas toujours au courant de ce qui s'est passé dans leur histoire, mais ils touchent des choses qui ne seront pas la vérité historique, mais ce qu'ils en éprouvent aujourd'hui. Et que donc, c'est vraiment très important en sophroanalyse. Accompagner en sophroanalyse sans impliquer le corps, c'est faire de l'analyse. C'est oublier que notre corps est cette éponge de mémoire. Non pas qu'il va servir à retourner dans le passé, parce que le passé, il n'existe plus. Le traumatisme n'existe plus. Ce qui existe, c'est l'empreinte. C'est l'empreinte et la croyance qui va avec. L'empreinte énergétique, émotionnelle, qui se manifeste là, qui envahit notre présent. Parce qu'on a beau faire, par exemple, de la pleine conscience, et Dieu sait que je fais beaucoup de méditation, on n'est jamais totalement dans le présent. Le cerveau, il est hier, il est demain, mais nous sommes envahis mécaniquement, quasi, dans nos habitudes, mais aussi dans nos réactions, dans nos relations, par les empreintes du passé, par toute une mécanique. Et aller impliquer le corps, le mettre en mouvement, aller dans ses ressentis, épouser, on va dire, faire ce qu'on appelle de l'amplification corporelle, rentrer même, laisser le corps jouer, pas en tant que théâtre, hein, mais laisser le corps incarner ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, permet d'avoir des informations que vous n'auriez pas si vous faites que du corporel, ou que vous n'auriez pas si vous interrogez simplement les mots et la pensée. Parce que la pensée, notre psyché, ne va pas défaire ce qu'elle a construit pour nous protéger quand on était petits. Et même, voilà, Vincent est un bel exemple et actuel qui a ressenti le besoin encore d'aller plus loin dans cette corporalité pour devenir également sophrologue. Oui, c'est quelque chose que j'ai compris l'année dernière principalement, enfin il y a un peu plus, 1 an et demi, parce qu'effectivement, ayant commencé ma pratique de thérapeute en sophroanalyse, le moment où les choses se manifestent, c'est le corps qui va délivrer en premier les informations, si on va l'interroger, et pour cela, il y a des outils, et j'avais vraiment le besoin de sentir ces outils, de me les approprier
pour accompagner correctement la personne dans ce qu'elle vit au fond d'elle-même. Et du coup, pour moi aussi, hein, parce que en tant que thérapeute, je ressens aussi des choses, j'ai aussi mes propres émotions, il y a aussi des choses qui viennent me réveiller. De chercher. Et la sophrologie est vraiment cette porte qui s'ouvre sur le monde des sensations, des ressentis, de l'éprouvé, du corporel. Donc pour moi, c'est devenu évident que j'avais besoin de bien maîtriser cet outil pour faire à la fois de la sophrologie, mais aussi de la sophroanalyse. Parce que la sophroanalyse, ce n'est pas faire d'un côté de l'analyse et puis après on va faire un petit bout de sophro. C'est pas ça. C'est une manière très particulière d'accompagner la personne, de poser, parce que le corps sert à poser cette sécurité, cet ancrage, pour pouvoir aller dans ce qui est en insécurité. Donc ça, c'est très important pour la plupart des personnes qui viennent dans les cabinets et aussi en formation sont coupées de leurs sensations. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la pulsion de mort qui, justement, quand on était enfant, quand on a ressenti des angoisses au moment de ce qu'on appelle la blessure contact, eh bien, il y a eu des défenses qui se sont mises pour ne plus ressentir. Or, ne plus ressentir, ça veut quelque chose, une angoisse, ça ne veut pas dire que le mal, la souffrance n'est plus là. Donc, il s'agit d'aller à la rencontre de ce qui nourrit cette souffrance, à la fois de sa sensation et de la croyance qui va avec. Donc, c'est vraiment cet accompagnement qui va permettre d'incarner, de réassocier, de réunifier ce dont on est coupé. Donc, vraiment, nous insistons beaucoup en formation pour que justement cette sophroanalyse, son essence même, et que c'est une voie psychologique, certes, mais du ressenti, de la respiration, du souffle. D'où le fait qu'en formation, on fait beaucoup de sophrorelaxation, de la sophrologie, beaucoup de méditation, pour réapprivoiser ce merveilleux instrument de musique qui nous fait toucher notre être, notre âme, au-delà des obstacles, notamment psychologiques, parce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance de la psyché et de l'inconscient. Birgit, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, en fait, je souhaitais rajouter que chaque éprouvé émotionnel, depuis donc la plus tendre enfance, en passant par l'enfance, l'ado, pourquoi pas aussi en tant qu'adulte, laisse une empreinte dans le corps, à des endroits précis. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que chaque enfant qui a peur d'un événement, qui subit un choc, un mauvais traitement, peu importe, va avoir à un moment donné un mouvement peut-être de recul, peut-être de se recourber. Et c'est là-dedans que le langage corporel est fort. Et c'est celui-là que nous allons questionner. Parce que grâce à cette écoute corporelle, qui est précise du coup, qui est en lien avec une posture adoptée à ce moment-là et que l'adulte va reproduire aujourd'hui, c'est là où nous allons questionner. Et donc le corps seul suffit pas, parce qu'il s'agit de mettre une histoire de ce que le corps continue à exprimer aujourd'hui. Non, puis je pense peut-être à des gens que vous avez en cabinet, mais qui ont peur de refaire des maladies qui viennent de leur lignée, que ce soit de femmes ou d'hommes. Enfin, voilà, je pense même au déni de grossesse. Enfin, il arrive pour des femmes de se réveiller un jour et de se dire « Ah mince, je suis à 6 mois de grossesse ». Voilà, ça dit quelque chose aussi de notre société, peut-être même de notre société occidentale, qui ne nous a pas accompagnés ou aidés ou appris en fait qu'on était un être de globalité. Nous avons une société qui fonctionne sur la peur. Et le besoin des gens de se couper du manque. Et de ces manques qui sont très archaïques, qui peuvent remonter à notre enfance et qui remontent, si on regarde l'histoire de nos ancêtres, à très très loin. Donc il s'agit de se reconnecter à soi. Et comment pouvons-nous nous reconnecter à nous-mêmes sans passer par ce à quoi on est identifié et parfois limité, c'est-à-dire notre corps. Et parfois, ce corps porte des mémoires tellement archaïques sur lesquelles nous n'avons pas pu mettre de mots. Quand il y a des choses qui se jouent dans la construction de la personnalité, sur notre chemin de vie, où on avait 6 mois, 3 mois, voire des fois dans ce qu'on appelle le stade fœtal, qui se sont joués à des âges où on ressent comme une éponge, on ressent tout l'univers, tout ce qui se passe, mais qu'on ne peut pas poser de mots. Et justement, la sophroanalyse, en allant à la rencontre
de ces sensations corporelles peut enfin délivrer à la personne des formes de compréhension, sans se limiter à l'interprétation, mais qui permettent déjà de libérer la charge. Donc c'est pour ça qu'on remonte en sophroanalyse avec des outils tels que la psychanalyse freudienne, jungienne, sans limitation, par l'analyse transactionnelle, par des éléments qui viennent aussi de la psychogénéalogie. On va remonter notre ligne du temps, notre histoire, pour aller changer de regard sur notre histoire, y compris celle de nos lignées maternelles, paternelles. Et puis, s'il y a du karmique qui arrive par là, ok, on l'accueille, mais on ne va pas aller chercher, gratouiller, parce que ça peut être très inductif et très limitant également des mémoires karmiques. Et on va ramener tout ça à maintenant. Parce que on utilise la psychologie, mais ok, mais tout se passe maintenant. C'est ça dont il faut avoir confiance, et conscience. C'est que le passé n'existe plus, le traumatisme n'existe plus. Ce qui se manifeste dans nos relations, dans nos scénarios répétitifs, c'est ce qui se passe maintenant et qui est nourri généralement par des mauvaises interprétations faites par un enfant de 3 mois, de 6 mois, de 1 an ou de 12 ans plus tard, mais qui a, on va dire, comme perverti et le regard sur le monde, mais surtout le regard sur soi. On a perdu notre innocence, on a gagné en charge de culpabilité, et du coup, notre vie aujourd'hui est limitée. Donc, non seulement le corps va servir à aller explorer cette histoire, à commencer à changer de regard sur notre histoire, mais aussi de nous réinformer. C'est-à-dire de changer quelque part le système de croyance, cette fameuse projection qui nous fait déformer notre regard sur le monde et avant tout sur nous-mêmes, pour pouvoir nous repositionner, reprendre nos responsabilités, réintégrer tout ce qu'on met à l'extérieur. Parce que la grande tendance, c'est de tout mettre dehors. C'est lui, c'est la faute de l'autre, ou alors ça ne m'appartient pas, ça appartient à mes lignées, à mon grand-père, à ma grand-mère. Mais à qui d'autre ça appartient ? C'est toi qui le manifeste. Oui, puis c'est un héritage. Après, ça demande peut-être déjà de le reconnaître. C'est ça, de le reconnaître et de voir que c'est toi qui l'agis. Bien sûr. Sans culpabilisation. Mais c'est la prise de responsabilité où on peut retrouver alors notre pouvoir de changer les choses parce qu'on a changé de regard sur notre histoire. Et que donc on peut changer d'énergie. Et c'est là où on atteint du coup la dimension énergétique. Il y a vraiment une notion que tu as évoquée que j'aimerais qu'on explicite peut-être pour les auditeurs. Tu parles de trouver des stratégies pour se couper du manque, presque qu'on porte en soi de manière intrinsèque. Est-ce que vous pourriez peut-être tous les trois, à votre échelle, nous parler de ça, des stratégies qu'a l'humain parfois pour éviter de tomber dans ce vide abyssal de confrontation finalement. Et beaucoup de gens qui écoutent, je pense, cette émission vont se dire, c'est vrai, je tente des fuites de moi-même à de grands moments de ma vie. Ça vient justement de l'enfance en souffrance. Voilà, on va dire que c'est à partir du moment où il y a une blessure contact, comme on les appelle, c'est-à-dire que l'enfant a ressenti quelque chose qu'il ne peut pas ressentir parce que c'est trop douloureux. Non seulement trop douloureux, mais en plus parce qu'il était peut-être trop petit pour y poser des mots, parce qu'il n'avait peut-être pas encore la parole à ce moment-là, on l'a évoqué, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de réponse, parce que ça, c'est une dimension que souvent nous oublions. C'est-à-dire que l'enfant va refouler, donc va masquer, va se couper de tous ses ressentis, parce qu'il n'y a pas une réponse appropriée à sa souffrance à ce moment-là. Il est très important de reconnaître une émotion chez l'enfant. S'il est triste, s'il est en colère, de lui poser les mots sur ces émotions-là. De dire, d'accord, je comprends, tu es triste, ou d'accord, je comprends, tu es très en colère parce que, peu importe. Mais la tendance actuelle est plutôt de dire « Ah ben non, ne sois pas triste » ou « Non, ne pleure pas » ou « Non, bah tiens, c'est pas grave, ça va passer ». Mais sans vraiment le mettre dans le ressenti de l'émotion qui accompagne un événement. Puis ça crée des injonctions paradoxales, ça aussi. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, l'enfant va refouler, va se couper. Alors il ne le fait pas volontairement. Non, c'est une protection. C'est une protection, c'est une dimension de besoin de survie en fait.
malgré cette Et histoire. la difficulté qu'il peut y avoir après quand on est arrivé à l'âge adulte, c'est que tout ça, c'est un petit peu élaboré intellectuellement et on ne va pas pouvoir le retrouver de manière directe. Ça va se camoufler derrière ce que nous on appelle un peu des scénarios perdants, c'est-à-dire des situations où on est persuadé que le monde nous en veut ou que les relations sont compliquées. Et puis il y a des répétitions qui se font. Et c'est petit à petit, alors que ces répétitions insistent auprès de nous pour peut-être nous faire ouvrir les yeux, qu'on commence à avoir ces stratégies. Et que là, il y a peut-être un chemin à aller explorer. Donc la sophranalyse le propose sur la voie horizontale, c'est-à-dire replacer ça dans son histoire de vie, mais surtout effectivement dans la voie verticale, c'est-à-dire où est-ce que ça se passe exactement en moi à ce moment-là, dans mon corps, quelles sont les mémoires que mon corps peut me donner sur ce qui est en train de se passer. Et quelles sont les clés qu'il peut également m'offrir pour pouvoir transformer ça. Parce que ce qui est compliqué et confrontant, surtout quand on met le corps, c'est qu'on s'aperçoit qu'on s'est identifié finalement à une version de nous-mêmes, mais qui a été comme un petit peu pervertie. C'est-à-dire que on devait évoluer comme ça, puis d'un seul coup il y a eu cette blessure et hop, s'est mis en place une forme de personnalité alternative, on va dire, mais à laquelle on est complètement identifié. Et ces costumes, comme on les appelle, qui sont, on va dire, la partie apparente de notre personnalité, nous empêchent, sont en eux-mêmes des systèmes de défense qui nous empêchent de voir d'autres aspects. Donc, du coup, on est comme fragmenté. Et l'idée d'aller vraiment dans le ressenti, de retrouver son histoire, non pas de ressasser le passé pour ressasser le passé, parce que ça sert à rien, c'est d'aller récupérer, réintégrer des morceaux de nous-mêmes pour justement que nous puissions reconnaître ce qui n'a pas été reconnu et dont parlait à l'instant Birgit. Donc c'est une histoire de reconnaissance, c'est une histoire de retisser des liens avec nous-mêmes. Parce que toutes ces blessures se font dans le lien, et avant tout avec papa, maman. Ça commence, excusez-moi, avant tout par là. Même si nous avons des liens transgénérationnels, même si nous avons des liens karmiques, ça c'est à chacun de croire ou de ne pas croire, c'est chacun son expérience, on va dire, ça me ramène toujours à une histoire avec moi-même. Parce que je suis inconsciemment le créateur de ce qui m'arrive par ce mécanisme de la projection. Notre réalité est le résultat de la manière dont nous la percevons. Et ça, c'est tellement important. Oui, c'est tellement important. C'est central, je pense, d'un travail sur soi, global évidemment. Je pense, en vous écoutant, à la psychanalyse, enfin à toutes ces approches évidemment sûrement passionnantes, mais auxquelles il manque toujours, et bien comme on le disait, l'approche corporelle, énergétique. Pour beaucoup de gens, ils vont presque se raconter comme ça pendant des années chez leur psychanalyste sur le divan, sans jamais, comme tu le disais si bien, récupérer des parties d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, ça a ses limites aussi de pouvoir agir uniquement sur l'aspect psy et psychique, même si c'est très important d'y passer. Je dirais que chaque méthode a un peu ses pièges, et il y en a certainement dans la sophroanalyse. Mais le piège, globalement, c'est que je suis tellement habitué à mon histoire et que je peux être même passionné par mon histoire que je peux rester bloqué dedans. Okay, mais de même que si je ne vais pas voir mon histoire, par exemple, si je ne fais que des soins énergétiques et que je ne sais pas de quoi ça me parle véritablement dans mon histoire, que je n'ai pas résolu ce qu'on appelle ces transferts, c'est-à-dire tout ce que je colle de mon passé sur les personnes d'aujourd'hui, mon mari, mes enfants, mon patron, mon amoureuse, ma voisine, etc. Si je n'ai pas donné du sens, non pas pour m'enfermer, me limiter, mais pour au contraire m'en servir comme une opportunité de voir les choses autrement et surtout d'avoir redonné sa place aux besoins de l'enfant que j'étais et qui est toujours actif, de pouvoir avoir pardonné cette culpabilité qui est à peu près derrière toutes les histoires, d'avoir cru notamment que j'avais pu mal faire, d'avoir cru que je n'étais pas à la hauteur, d'avoir cru que c'était finalement ma faute, même pour des personnes qui ont été battues, abuser cette culpabilité forte, donc pouvoir récupérer l'innocence de l'enfant, pas pour me couper de mes ancêtres ou de mes parents,
mais pour au contraire mettre beaucoup de bienveillance et d'amour pour moi-même, alors je peux retrouver mon entièreté. Ce qui était en petits morceaux fragmentés sous un ensemble plus ou moins cohérent qu'on appelle la personnalité, alors dans la pacification de tous ces conflits intérieurs va pouvoir se révéler l'être que je suis. Et là, c'est là où on touche la dimension un peu spirituelle. Mais c'est une dimension spirituelle où moi, en tant que sophroanalyste, ou nous, en tant que formateur, on ne va pas dire aux gens « tu dois croire que tu as une âme », ou « tu dois croire en Dieu », ou « tu dois croire en la Pachamama », ou quoi que ce soit. Ça, c'est parce que c'est aussi des croyances. Hein, et une croyance spirituelle peut être aussi un bon moyen de se planquer. Ah oui, hein, je me mets dans la lumière là-haut, et je suis tellement ébloui dans la lumière que du coup, je ne vois pas mon petit enfant intérieur, et que je mets ça... ouais, ça c'est la faute de ce karma, ou ça c'est la faute dans ces enfants qui ont souffert dans le transgénérationnel. Non, c'est de récupérer à un moment donné dans ce qui fait sens pour toi. Hein, si c'est Dieu, ben c'est Dieu. Si c'est le cœur, c'est le cœur. Si c'est la puissance de la vie, c'est la puissance de la vie. Ce qui est juste pour toi, mais de pouvoir le nourrir sur le chemin. Et ça, on insiste, hein, Birgit, avec de la bienveillance et de l'amour, qui donne cette sécurité dont justement l'enfant a manqué et dont les adultes beaucoup manquent. Birgit, c'est important d'avoir conscience de son potentiel énergétique lorsque vous accompagnez, enfin tu accompagnes ou vous accompagnez tous les trois des êtres, de prendre conscience de notre dimension énergétique. Est-ce que ça change pour les êtres humains ? Je dirais que c'est fondamental. Notre premier rôle consiste finalement à reconnecter la personne avec son énergie vitale. D'une manière générale, quand quelqu'un vient nous appeler, toquer à notre porte pour demander un rendez-vous, la personne, elle est en manque d'énergie vitale. Parce que le fait justement de s'être coupée de toutes ces parties-là d'elle-même, la souffrance que cela engendre en la personne aujourd'hui, dans sa relation avec elle-même, dans sa relation avec les autres, fait que la personne, elle est souvent perdue. Elle a peur, elle a des angoisses, elle manque d'énergie vitale. Donc le premier processus consiste justement grâce à des respirations, à des sophro-relaxations, visualisations, etc., de la reconnecter avec son énergie vitale, de lui donner à nouveau cet élan, ce souffle, ce souffle absolument, d'oser aller un pas plus loin et d'avoir cette énergie nécessaire aussi pour qui va mener vers un apaisement, vers une guérison. Hein, donc ça, c'est le point de vue énergétique dans la reconnexion de l'énergie vitale à soi. Hein. Et le souffle du cœur, donc c'est là où la méditation, la sophrologie a beaucoup d'importance. Le souffle nous accompagne vers l'ouverture du cœur. Et dans ce cœur, il va être au centre véritablement du cheminement, en fait, vers soi-même, du changement de regard sur notre histoire, sur nous-mêmes. Et là, on va y mettre un élément fondamental en sophroanalyse qu'on appelle archétypalement le parent bienveillant. Parce que l'enfant, dans ses expériences, a pu manquer de reconnaissance, mais surtout du sentiment d'être accueilli tel qu'il était. Que tel qu'il était, c'était OK. Et donc, souvent, les gens, même dans le développement personnel, parlent beaucoup de bienveillance, beaucoup de bienveillance envers les autres, mais envers soi-même. C'est parfois très, très, très compliqué, notamment du fait de cette culpabilité. Et donc, pour accueillir pleinement tous les aspects de moi, ceux qui sont OK et que l'auto-jugement et le parent critique font paraître comme étant justement pas OK, voire on ne peut être phobique des parties de nous-mêmes, Nathalie. Se haïr, puisque l'amour et la haine vont ensemble. Donc on peut développer beaucoup de discours sur l'amour inconditionnel. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de cette partie de toi que tu laisses en friche ? Eh bien, là, le parent bienveillant qui s'installe petit à petit est celui qui va
souvent, qui vient souvent de notre histoire aussi, d'un grand-parent, d'un chien, d'un chat, et qui peut également s'incarner dans des figures archétypales, christiques, la Terre-Mère, voilà un archétype, un symbole, la Vierge Marie, etc. Mais qui a d'autant plus de sens qu'il prend racine dans notre histoire. Parce que, ok, on a ce qu'on appelle absorber, introjecter des trucs pas bons, mais on oublie aussi les moments heureux. Et donc, du coup, la bienveillance, on l'a d'une manière naturelle. Ça fait partie quasiment même d'une partie de notre cerveau. Donc, le cœur est justement un muscle qui énergétiquement est très puissant. Et donc, travailler également en méditation, mais nous fait cultiver cette graine de bienveillance et d'amour, et notamment pour soi, parce qu'il est la condition de l'amour pour l'autre, nous fait cultiver cette graine de la bienveillance qui est vraiment, on va dire, celle qui met de l'huile, Vincent, dans le travail de réparation, de guérison de soi-même. C'est ça. En fait, c'est vrai que pour moi, la découverte du métier de thérapeute en sophroanalyse, c'est effectivement de savoir cultiver une posture, de savoir proposer un espace dans lequel les choses peuvent se faire. Alors quand je dis les choses, c'est-à-dire les processus finalement naturels, mais qui ont été bloqués par l'histoire de vie de la personne, par ce qui l'a impacté. Et le métier ne va pas forcément beaucoup plus loin, dans le sens où il faut juste donner la place pour que ces réparations naturelles puissent se faire. Il faut juste, bien évidemment, comprendre comment elles se jouent. Et c'est pour ça que moi, j'ai été particulièrement séduit par l'approche de la sophroanalyse, qui permet effectivement d'avoir un regard et une approche complète, finalement, de ce qui se passe pour la personne. Et du coup, voilà, donc, de pouvoir accompagner ce processus et d'être témoin privilégié et accompagnant privilégié de ces réinformations, de ces renaissances, de cette réunification de l'individu. D'ailleurs, généralement, c'est l'énergie et le corps qui m'indiquent qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi-même, je peux ressentir à un moment donné une forte émotion, un frisson, quand il y a quelque chose qui se réaligne pour la personne. Ça se perçoit d'abord comme ça. Et on est le témoin privilégié de ça. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et comment trouver le juste milieu entre être traversé par ça, mais le laisser à la personne et ne pas le prendre sur soi-même en tant que thérapeute? C'est une question de cohérence. Et là, c'est très important parce que cette bienveillance, cette présence, parce qu'il s'agit avant tout de présence, d'écoute, eh bien, elle ne peut se faire que si tu as fait le chemin. Et on ne peut accompagner quelqu'un que là où on l'en a soi-même cheminé. De même, on ne peut accompagner quelqu'un que si, et seulement si, on a également intégré en soi tout ce qu'on propose à l'autre. Donc la bienveillance, elle est incarnée par le praticien en sophroanalyse. Cette intégration, c'est pour ça qu'on l'appelle sophroanalyse intégrative à l'Institut. Cette intégration des dimensions psychologiques, corporelles, énergétiques, émotionnelles et spirituelles, il faut les avoir, il faut les incarner. Il faut porter un échantillon sur soi de ce qu'on vend, quelque part. C'est clair. J'aime bien cette expression. Voilà. Si tu ne représentes pas l'échantillon, si tu parles que tu es sophroanalyste, mais que toi-même, tu n'es pas dans le corps ou que tu accompagnes dans le corps, tu n'es pas cohérent, tout simplement. Donc, du coup, cette cohérence-là, eh bien, elle est celle qui permet l'accueil. Et que, justement, il faut avoir pacifier quand même son histoire pour pouvoir recevoir justement ce qu'on appelle le transfert de la personne sans réagir avec des parties de nous qui ne sont pas guéries, justement. Le sophroanalyste, il n'est pas là pour dire que croire à la personne. Il n'est pas là pour lui dire que faire. Il peut l'accompagner à des moments. Mais ce qui est important, c'est qu'il aide la personne à s'écouter pour qu'elle trouve elle-même les clés vers son autonomie et sa propre création. Et ça, c'est fondamental. Donc, je ne vais être ni un coach, ni un guide spirituel, ni un soigneur, ni un sauveur, ni rien du tout. Je vais être justement cette personne qui... Un miroir. Un miroir qui lui rend son pouvoir. En tout cas, je lui fais miroir de ses croyances.
Je lui fais miroir même de sa posture corporelle. Je l'accompagne, je suis avec elle. Mais je l'aide à trouver ses clés. Mais je ne suis pas la clé. Et justement, en formation, et tu sais que Vincent le sait, parce que non seulement il a fait la formation avec Gaël et Benjamin, mais il l'a refaite avec moi au poste d'assistant, et c'était une super expérience. Une super session. Ouais. Et eh bien, c'est de voir à quel point on peut aller au-dedans de nous, et que le chemin ne se termine pas parce qu'on a fait la formation, et que chaque session avec quelqu'un qu'on accompagne est une manière également de voir nous-mêmes où nous en sommes, et que le chemin continue. Moi, qu'est-ce que j'apprends de nos étudiants? Qu'est-ce que j'apprends de nos clients qui nous font confiance? Et je pense que pour tous les sophroanalystes qui nous écoutent, ou d'autres praticiens, c'est la plus belle des écoles de cet échange. Et donc, il faut que dans ce miroir, il y ait certes des résonances. Et ces résonances, elles puissent ouvrir l'autre et pas l'enfermer dans notre façon de les voir. En gros, ton client, c'est pas ta mère. Il faut pas que ce soit ta mère, il faut pas que ce soit ton père. C'est pas des parties de toi-même. C'est un autre toi, mais qui a sa liberté, son autonomie. Et donc toute la formation va se passer justement pour offrir aux apprentis sophroanalystes cette expérience, pour qu'ils la vivent, non pas pour être des praticiens parfaits, mais pour qu'ils la vivent pour être des praticiens conscients, à la fois de leurs possibilités et aussi de ce qu'ils ont toujours à apprendre. D'où le fait que notre formation est une formation où on pratique, où on chemine en soi, tout en apprenant les clés fondamentales de la sophroanalyse. Et ça, c'est fondamental. Donc il s'agit d'être absolument cohérent, finalement, être loyal envers soi-même, tout en étant conscient que je ne suis là que pour m'effacer d'une certaine façon. Parce que je suis le réceptacle aussi bien du besoin d'amour de mon client que de sa nécessité, par exemple, de se mettre en colère. Et souvent, tout va bien quand je suis le thérapeute aimé, mais ça devient compliqué pour accueillir la colère. Or, ça doit être fait avec exactement la même posture, le même accueil. Nous incarnons ce parent bienveillant. Nous incarnons ce qui rend possible l'évolution de la personne pour débloquer là où justement son évolution à un moment donné a été perturbée. Non mais là, la sophroanalyse est une approche juste passionnante, et je pense que tous les auditeurs qui sont à l'écoute vont vouloir qu'on parle aussi un petit peu de cette école qui transmet à l'Institut européen de sophroanalyse que tu diriges, mon cher Alain. Voilà, moi, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on en parle, depuis qu'on enregistre des émissions radio autour de cette thématique, et que tu nous confies aussi, que tu nous parles de cette pratique qui te passionne et te fascine, je suis moi-même fascinée. Alors, bien sûr, tu as cette capacité à donner envie, mais il n'y a pas que ça. Et là, aujourd'hui, autour de cette table, je me rends compte encore à quel point la sophroanalyse est vraiment une approche à la fois complète, globale, passionnante. On va parler des spécificités justement de la formation à l'Institut européen de sophroanalyse. On va faire un petit tour de table. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette école peut-être de différent qu'ailleurs? Vincent. Alors moi, j'ai pas non plus fait le tour de toutes les écoles. Je suis vraiment tombé, comme dirait Jung, dans une synchronicité avec la sophroanalyse et l'école, parce que à cette époque-là, ça faisait déjà de nombreuses années que je vivais toutes ces parties dont on parle depuis tout à l'heure de manière séparée. C'est-à-dire que j'avais des émotions qui étaient plutôt compliquées à gérer. Enfin, c'était plutôt des problématiques. J'avais des manifestations corporelles, j'avais des pensées. Mais j'avais pas l'idée, en fait, on m'avait pas dit que c'était comme ça que ça se passait, que ça pouvait interagir et qu'il fallait trouver la cohérence dans tout ça et que tout ça devait avoir son propre langage qu'il fallait que je trouve. Et dans cette école, c'est un peu ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire c'est un langage de toutes les parties de moi. Et d'un coup, j'ai commencé à entendre des messages. Du coup, c'est vraiment, j'ai eu accès à des choses en moi. Donc ça a été ce cheminement de retrouver enfin une proposition
concrète, expérimentée de comment se réconcilier avec soi-même, comment se comprendre, comment aller peut-être répondre à des besoins très profonds qui avaient tendance à se manifester de manière un peu perturbante. Et ça, je l'ai trouvé vraiment dans cette école. Alors donc, il y a tout le processus de prise de conscience, d'apprentissage. Bon, et puis après, il y a aussi l'expérience en tant que thérapeute où c'est quelque chose que l'intégration se fait sur la durée aussi. Et effectivement, c'est vraiment, pour moi, c'est l'école de la vie où je comprends que tout ce qui pouvait être brouillon avant a une forme d'intelligence. L'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle, etc., l'intelligence du cœur. C'est ça que j'ai appris finalement, que c'est une école comme ça, voilà, que j'ai vécu. J'adore cette réponse. J'aime cette réponse. Ouais. Non, merci Vincent, parce que c'est vrai que ça résume très très bien. Ce que j'aimerais dire peut-être, c'est que nous ne fractionnons pas, on l'a vu, nous unissons toutes les parties de l'être et nous apprenons au sein de l'Institut comment, dans une même séance, sans fractionner les différentes parties de qui nous sommes, pour apporter ça dans quelque chose de souple et de vivant et en mouvement des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire une partie sophro, une partie psy, une partie corporelle, peu importe. Et encore moins de la conversation. Oui, mais que tout ça, ça peut cohabiter dans une même séance. Et on passe de l'un à l'autre avec une forme de fluidité qui, grâce à l'intégration des différents outils, devient naturelle. On ne compartimente pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça s'appelle sophroanalyse intégrative. Et que, justement, pour intégrer ces outils, eh bien, les étudiants vont vivre l'expérience de la sophroanalyse. Donc, si vous voulez une formation avec un PowerPoint où on prend des notes, où on n'expérimente jamais, où on est sûr, là, on vient juste chercher une carte de visite, c'est pas l'Institut. Voilà, je le dis. Vous venez vivre une expérience profonde de rencontre avec vous-même, de rencontre de l'humain en vous, peut-être de l'humain divin en vous, mais ça c'est l'histoire de chacun, pour non seulement vous rapprocher de ce que vous êtes, mais pour encore mieux intégrer ces outils qui amènent la personne à rencontrer son histoire et à changer quelque part de système de croyance au rythme qui est la sienne. Parce que il ne s'agit pas de donner des coups de pied, il ne s'agit pas non plus de donner des recettes de cuisine. Il n'y a pas un temps de cuisson qui est le même pour tous. Voilà, il n'y a pas un temps de cuisson qui est le même pour tous. Il n'existe pas de baguette magique, il n'existe pas de sauveur. Donc ça c'est important. Mais le chemin où l'on expérimente vraiment les outils de la sophroanalyse, fait non seulement que vous vous transformez vous-même, quel que soit ce que vous ferez de votre diplôme, mais et surtout vous aurez des clés pour accompagner les autres en vous étant allégé de cette idée saugrenue que c'est moi qui vais l'aider, que c'est moi qui vais le sauver, que j'ai une mission vis-à-vis de lui. Et ce sera la meilleure façon d'avoir une posture juste, stable, accueillante, bienveillante, accueillant ce que te dit le client, même quand il te critique. « Ah, monsieur, moi, je sens que vous m'écoutez pas, ou monsieur, moi, vous m'énervez, etc. » Ok, très bien. Respire. Qui je suis quand je t'énerve. Okay. C'est très bien, c'est ok. C'est ok, mais il n'y a aucun problème. C'est se débarrasser du jugement qu'on peut avoir sur la personne qui est là, se débarrasser du projet qu'on peut avoir pour elle, se débarrasser des propres jugements que je peux avoir ou projets que je peux avoir sur moi-même. Eh bien, pour ce client, eh bien ça fait entre guillemets des vacances à tout le monde. C'est-à-dire, j'ouvre finalement en sophroanalyse et dans la formation un espace où l'on crée de la disponibilité pour que ce qui doit se produire se produise et que la personne puisse trouver en elle, entre guillemets, ces mal-perceptions d'hier qui lui font peut-être vivre des choses pas confortables,
dont elle peut avoir du mal à quitter parce qu'on est tellement attaché aussi, faut s'en rendre compte, à nos fonctionnements qu'on a du mal à les lâcher. Et que le lâcher-prise ne peut intervenir que si je sais à quoi je tiens. Et que là, à ce moment-là, je peux trouver cette sécurité, cet accueil qui fait que je lâche. Eh bien, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre en formation. On apprend, parce qu'il faut travailler, hein. Mais on vit également tout ce qu'on apprend de manière à encore mieux le transmettre. Et c'est vraiment l'essence, l'expérience et d'incarner la formation, justement, pour pouvoir soi-même mieux s'incarner dans ce que l'on est, continuer ce chemin d'incarnation et accompagner les autres sur leur chemin de vie, tant qu'ils veulent, et là où ils peuvent ou désirent aller. Amen. C'est moi qui le dis, c'est pas toi. Oui, c'est le oui. En fait, en tout cas, s'il y a un truc vraiment qu'offre la sophroanalyse, c'est de respirer le oui à soi-même et à la vie. Alors, ce qu'on peut intégrer, mon cher Alain, ce sont les dates de formation et de stage à venir. Donc, il y a une formation en sophroanalyse intégrative et psychopatho qui démarre le 13 septembre. Demain, il y a encore de la place. Il y a des praticiens qui veulent la rejoindre. Oui, il reste une journée, en fait, parce que le 13, c'est après demain. C'est vendredi. Exactement. Donc si vous entendez cette émission et que vous avez envie de sauter sur l'occasion, on vous donnera de toute façon le site internet dans quelques instants. Il y a le Salon Zen sur lequel vous allez avoir un stand. C'est entre le 26 et le 30 septembre. Oui. Donc ça, on vous retrouve en général chaque année sur le Salon Zen. Toujours au même endroit ? Toujours au même endroit, stand J8 avec 5 conférences, 2 animations de méditation, de la méditation du chant du cœur. Et puis après, il y aura un autre salon dans une petite ville à Draguignan début octobre. Un autre salon du 18 au 20 octobre à Marseille, le salon Artemisia. Magnifique. Un week-end découverte à Paris les 19 et 20 octobre prochains et à Aix les 16 et 17 novembre. Il y a une formation de praticien en sophroanalyse niveau 1, donc 12 modules, et sophrologie 8 modules. Donc c'est à Paris le 22 novembre et à Aix le 13 décembre. Date qu'on va retenir évidemment. Et une dernière formation d'alimentation et image du corps. Anniversaire. Oui, voilà, On chantera voilà, mais les auditeurs se rappelleront. Voilà. On chantera tous joyeux anniversaire à Nathalie ce jour-là à Aix. Merci, j'adore mon anniversaire. Et une formation d'alimentation et image du corps du 1er au 3 novembre avec toi, Birgit. Oui, c'est ça. Nous, on se retrouvera le mois prochain pour une deuxième émission consacrée à la sophro-analyse intégrative. Et le site internet, c'est www.sophro-analyse.eu. Et comme par hasard, à la prochaine émission, on abordera vraiment quelle est la place et le rôle de la bienveillance et de l'énergie de l'amour dans la transformation de soi-même. Et de soi-même au sens de s'aimer soi-même. Merveilleux. Merci Vincent Jacquet. Merci beaucoup. Merci Birgit Kotzan. Merci. Et merci évidemment mon cher Alain Bellon. À très bientôt. Merci Nathalie. Merci Nathalie. À bientôt. Et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité et votre écoute. À bientôt. À bientôt. La sophro-analyse intégrative, la voie de la réunification intérieure, le corps, l'esprit, le cœur. Une émission présentée par Nathalie Lefebvre et Alain Bellon, directeur et formateur de l'Institut européen de sophroanalyse. Avec comme invités Birgit Kotzan et Vincent Jacquet.